Bonjour tout le monde. On va commencer avec notre session d'aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Patrick Isside, je suis un des fondateurs de Medphar Solutions Cliniques. Ceux qui nous connaissent depuis longtemps m'ont vu agir à titre de directeur des opérations et de vice-président de développement de produits. Je suis accompagné aujourd'hui de M. Maxime No, que plusieurs de nos clients de la région de Québec connaissent. Donc, Maxime va m'épauler tout au long du webinaire et puis sera en mesure de m'aider à répondre aux questions qui surgiront au fur et à mesure que l'on progresse. On va enchaîner tout de suite. Je vais vous présenter l'agenda de notre session d'aujourd'hui. On va commencer par le mot de bienvenue. On va vous parler du fonctionnement du webinaire. Donc, le webinaire vous offre des questions, des fonctionnalités qui vous permettent de poser certaines questions. On y arrivera dans un petit instant. On va ensuite vous donner un survol topographique de quelle est cette nouvelle version de Mile, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui a changé. Puis, sans tarder, on va rentrer directement, faire un tour guidé de l'application, puis se connecter et vous montrer en temps réel à quoi ça ressemble. Puis, finalement, on aura le temps pour quelques questions et réponses vers la fin de la session. Commençons par décrire les objectifs de ce webinaire-ci. Les objectifs premiers sont de vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui ont trouvé leur chemin dans cette nouvelle version de Mile et de décrire les distinctions principales qui font en sorte que cette version-ci se démarque carrément de toutes les autres versions qu'on a déployées auparavant. La durée totale du webinaire sera d'une heure environ, de 60 minutes. Par expérience, ma démonstration prend un peu moins de temps, donc de 40 à 45 minutes. Et puis, ce qui va nous laisser 15 à 20 minutes à la fin de la session pour des questions et des réponses. Pour nous poser des questions, ce que je vous encourage de faire, il est important d'utiliser la section questions dans les contrôles de votre webinaire. Donc, vous pouvez suivre les étapes qui sont présentement affichées à l'écran. Et puis, je vous garantis qu'on va lire et répondre à toutes les questions qui surgiront. Je n'aurai peut-être pas le temps d'adresser toutes les questions durant le webinaire, mais c'est certain que, étant donné que nous avons vos courriels, on va être en mesure de faire suite à toutes les questions que vous nous avez posées par courriel, si jamais on n'a pas le temps de les adresser durant le webinaire. Ensuite, c'est très important d'adresser ces questions-ci. Ce sont des questions qui reviennent assez souvent. Cette session est-elle enregistrée? Eh bien, la réponse est oui. Une session cléricale ainsi qu'une session médicale seront mises à la disposition de tous nos clients, que ce soit sur le site web ou directement via l'application. Donc, restez bien attentifs. On va vous communiquer le tout au courant des prochains jours, à savoir comment vous pourrez y avoir accès et, si vous le voulez, le partager avec le reste de vos collègues. Où trouver plus d'informations? Eh bien, on vous encourage à lire le mot des fondateurs sur notre portail de support, au support.medfarsolutions.com, et vous pouvez toujours nous écrire à info@medfarsolutions.com. C'est une adresse courriel qui est monitorée tout le temps, et il y a plusieurs personnes qui ont les yeux là-dessus, donc je vous garantis que si vous nous écrivez, que ce soit pour des commentaires ou des suggestions, vous allez y avoir une réponse. Je vous rappelle aussi que les webinaires, comme celui d'aujourd'hui, sont en ligne jusqu'au 8 avril. Donc, on donne 4 sessions par jour. Je vous encourage fortement, si jamais vous voulez référer vos collègues ou si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous n'avez pas eu l'opportunité de nous poser une question, vous pouvez toujours vous inscrire à plusieurs webinaires, bien sûr. Nous sommes en ligne jusqu'au 8 avril à raison de 4 webinaires par jour. Donc, dans cette nouvelle version de Mile 3.0, qu'y a-t-il de neuf? D'abord et avant tout, l'objectif de cette nouvelle version, c'est de se départir d'une certaine technologie qui est Silverlight. Donc, enfin, avec cette version-ci, on n'aura plus de Silverlight. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est que Silverlight, d'abord, considérez-vous chanceux, mais ensuite, je vous dirais que Silverlight, pour vous donner un petit survol encore une fois, Silverlight est une technologie, c'est la technologie qu'Elias et moi avons décidé d'utiliser lorsque nous avons fondé l'entreprise en 2010. À l'époque, c'était la seule technologie qui nous permettait de développer et de déployer une application qui était web, une application aussi riche qu'un dossier médical électronique. Donc, c'est un choix que nous avons pris en 2010. Ceci étant dit, Silverlight n'est pas un produit de Medphar Solutions Cliniques, c'est un produit de Microsoft. Et ce qui est arrivé avec le temps, c'est que cette technologie-là s'est vue de moins en moins supportée par les navigateurs Internet. Donc, vers la fin 2015, début 2016, Google Chrome a arrêté carrément de supporter la technologie Silverlight. Et puis, ceux qui l'utilisent encore, cette version-ci, donc notre ancienne version de Mile, voient que Firefox de Mozilla la supporte de moins en moins.
Ce qui veut dire que vous éprouvez parfois des gels, des lenteurs ou des crashs. Tout ça, c'est vraiment dû au support de Silverlight par le navigateur. Donc, nous, ça fait environ 1 an et demi, 18 mois à 20 mois, que nous travaillons sur cette nouvelle version, puis je suis bien excité de pouvoir vous la montrer aujourd'hui. Ce que cette nouvelle version va nous amener aujourd'hui aussi, c'est la compatibilité avec les appareils mobiles. Donc, tout ce qui est iOS ou Android, donc plus précisément, vos iPads. C'est sûr que je vous recommande une résolution minimale de 1440 par 900, ce qui est l'équivalent d'un iPad de 3e génération, qui serait sorti aux alentours de 2014, fin 2013, début 2014. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que Mile vous présente beaucoup d'informations, que ce soit sur votre calendrier ou dans les dossiers patients, ou même que ce soit votre boîte de tâches ou de laboratoire. Et donc, il est important de quand même disposer d'un certain espace afin de pouvoir vous afficher tout ça. C'est pour ça qu'on recommande cette résolution-là. Vous allez aussi voir que cette version de Mile, elle est jusqu'à 16 fois plus rapide. Donc, dépendamment de votre contexte, si vous êtes en GMF, hors GMF, ou si vous êtes dans un CIUS qui compte plusieurs centaines d'utilisateurs, une des choses que vous allez remarquer, c'est certain, c'est que cette version, elle est beaucoup plus rapide. Lorsque nous l'avons mesuré dans nos environnements internes sous un régime contrôlé, on obtenait des vitesses qui pouvaient aller jusqu'à 16 fois plus rapides. Ça veut dire aussi que vous aurez une plateforme qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus robuste et beaucoup plus fiable. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, duquel on a souffert un petit peu au courant des derniers mois. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on a très hâte de pouvoir restituer auprès de tous nos utilisateurs. Je pense que c'est la caractéristique la plus importante d'un dossier médical électronique. À toute fin pratique, pour vulgariser le tout, là, lorsqu'on clique sur un bouton, on veut que le DME réagisse en conséquence. Donc, c'est ce qu'on amène avec cette version. Et le dernier point, je pense, c'est celui qui est le plus important et qui nous dit que cette version est une version qui sera facilement extensible et interopérable. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsqu'on va vous livrer la version 3.0 de Mile dans votre clinique, pour nous, c'est pas la fin. C'est au contraire, c'est le début. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous livrer ça le plus tôt possible pour que vous ayez au moins quelque chose qui soit aussi fonctionnel que ce que vous avez aujourd'hui, mais qui vous permet d'être plus rapide et qui sera plus stable et robuste. Et par la suite, lorsque toute notre équipe pourra faire le focus sur les améliorations à cette version plutôt que son déploiement initial, je pense que vous allez voir que le rythme auquel s'ajoutent de nouvelles fonctionnalités et le rythme auquel se corrigent certains bugs que vous nous rapportez, je pense que vous allez être agréablement surpris. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit que c'est facilement extensible. Puis l'interopérabilité est un point qui est extrêmement important, car avec cette nouvelle version de Mile, on transforme Mile d'un simple DME à vraiment une plateforme de produits. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a certains autres produits qui vont voir leur chemin sur leur marché au courant des prochains mois. Je vais vous en faire un petit survol maintenant. D'abord et avant tout, la prise de rendez-vous et la confirmation en ligne. Il va être possible pour vos patients de demander des rendez-vous en ligne et de recevoir des confirmations de leurs rendez-vous directement en ligne. On va aussi amener une plateforme d'échange d'informations entre médecins. Donc, si vous avez un rapport ou un sommaire quelconque à envoyer à un de vos collègues, qu'il utilise Mile ou non dans une autre clinique, on va mettre en place une plateforme qui vous permet de faire ça de manière sécurisée et aussi de manière à respecter la confidentialité du patient. Troisième point, dans le coin supérieur droit, est très important, c'est le portail patient. J'ai le plaisir de vous dire que le portail patient est présentement en pilotage auprès d'une clinique. Et puis, ce qu'il permet de faire, les fonctionnalités principales, d'abord et avant tout, c'est pour la prise de rendez-vous en ligne et la confirmation de rendez-vous. Mais ça permet aussi au médecin et à la guise du médecin de partager de l'information avec son patient. Donc, si jamais vous avez reçu un résultat de laboratoire que vous voulez partager avec le patient, et que vous voulez vous épargner l'appel téléphonique, puis il faut chasser son patient pour essayer de trouver à quel numéro l'appeler, bien, le portail patient va vous permettre de rédiger un commentaire sur le résultat de laboratoire que vous avez reçu et de le partager directement au portail. Votre patient recevra alors une notification sur son téléphone disant qu'il y a un nouveau message sécurisé sur son portail. Il va pouvoir se connecter et voir ce que vous avez à lui dire. Je vous rassure tout de suite que le portail sera une plateforme de communication unidirectionnelle, dans ce sens que c'est la clinique qui pousse l'information au patient. Donc, vraiment, le portail est un outil pour la clinique plus qu'il l'est pour le patient. C'était très important pour nous de faire cette distinction-là. J'enchaîne ensuite avec le module de fax virtuel.
Le fax virtuel, ce qu'il veut dire, c'est qu'il va vous être possible, via mail, d'envoyer des fax directement à partir de l'application, sans qu'il y ait d'installation additionnelle qui soit requise au niveau de la clinique ou au niveau de votre ordinateur. Donc, le fax sera intégré à la solution, de sorte que si vous êtes sur votre iPad en train de faire des renouvellements de médicaments, disons, et que vous voulez envoyer le fax directement à la pharmacie, vous allez pouvoir le faire directement sur votre iPad. Finalement, les rapports et les statistiques, ce que c'est, avec cette nouvelle version de Mail, on a un module de rapports et de statistiques qui est extrêmement puissant et qui est très utile non seulement pour tout ce qui est rapport administratif, puis la présence et l'absentéisme de patients, le nombre de rendez-vous en ligne, etc. Donc, des mesures qui sont très importantes en termes d'assiduité, mais on a aussi des tableaux de bord pour la mesure de la qualité de l'acte ou pour la clientèle vulnérable, pour faire l'appariement entre la clientèle vulnérable et ce qui est vraiment affiché à la RAMQ. Donc, ce sont des outils qui seront très utiles et très puissants qu'on a bien hâte de pouvoir déployer auprès de notre clientèle. Ayant fait ce petit tour-là, nous allons y aller sans plus d'attente à notre nouvelle version de Mail, qui ressemble à ceci. Donc, lorsque vous allez vous connecter à la nouvelle version de Mail, ce que vous allez voir à gauche, c'est une interface qui, somme toute, vous est très familière. On vous demande votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Mais j'attire votre attention sur le coin droit ici. Le coin droit va toujours vous présenter certaines annonces que l'on aurait à faire à l'ensemble de nos utilisateurs. Je pense que la communication avec nos utilisateurs est très importante et a été peut-être un peu défaillante par le passé. Ça ici, ça va nous permettre de vous dire qu'est-ce qui s'en vient dans les nouvelles versions de Mail, quand est-ce que ces nouvelles versions de Mail seront mises en production. C'est ici que vous allez retrouver aussi le mot des fondateurs et vous allez aussi pouvoir vous inscrire soit aux vidéoconférences que nous faisons ou bien aux événements. Si jamais on planifie des événements, vous allez avoir les détails ici pour pouvoir vous inscrire et vraiment rester à l'affût de tous les développements que nous faisons. Sans plus tarder, connectons-nous avec le compte d'un médecin pour voir de quoi il en a l'air. Donc, je me connecte. Je pense que la première des choses que vous allez voir, c'est vraiment la rapidité de connexion. C'est pas ce à quoi vous êtes habitué d'avoir. Vraiment, la rapidité de la connexion s'est faite très rapidement. Première des choses que je vois comme médecin, je pense que c'est quelque chose qui vous est familier, c'est mon calendrier de la journée. Vous voyez aussi que dans le haut, j'ai toujours accès aux modules que je connais de par mon ancienne version de Mail. Donc, mon calendrier, mes communications, etc. Là où il y a des petites différences, c'est ici et puis vers le haut ici. Donc, on va aller dans ces détails-là, puis je vous montrerai exactement qu'est-ce qui a été fait à ce niveau-là. La première des choses que je veux vous montrer, qui est très importante, c'est cette icône ici. Cette émoticône ici vous permet, lorsque vous cliquez, de nous donner du feedback sur ce que vous voyez à l'écran ou sur le processus ou les nouveautés que nous avons instaurées dans cette nouvelle version de Mail. Cette nouvelle version de Mail, ceci étant dit, elle a été basée sur l'appui d'un comité médical composé de 14 médecins. Donc, on est très, très, très fiers du travail qui a été fait puis de la collaboration qui a été faite avec ce médical-là. Et puis, on a appris, disons, que la collaboration avec notre clientèle, elle est extrêmement importante et donc on veut vous faciliter la vie le plus possible pour nous donner des commentaires ou des suggestions. Donc, un simple clic va vous permettre de nous dire que vous n'êtes pas satisfait ou que vous avez éprouvé un bug ou même que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu. Et puis, on vous encourage vraiment à l'utiliser. Ça va nous permettre de le voir en temps réel, de savoir exactement ce que vous avez vu, où vous étiez dans l'application et on pourra même y répondre directement dans Mail. Donc, je vous encourage à utiliser ça. On va aussi maintenant parler de la nouveauté. La première nouveauté, qui est peut-être un peu mineure, c'est l'ajout d'un calendrier en bas à gauche. Donc, pour sélectionner une journée à laquelle on veut aller spécifiquement, on n'a plus besoin de faire 3 ou 4 clics pour aller à la journée en question. Simplement cliquer sur la journée et puis vous allez pouvoir y accéder directement. Vous allez aussi pouvoir utiliser la case de texte en bas pour rentrer une date, cliquez tout de suite. Donc, revenons à aujourd'hui pour notre calendrier. Ça, c'était le petit coin en bas à gauche. Dans le coin supérieur droit, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Vous allez toujours avoir votre toolette de réglage qui vous permet de spécifier exactement comment vous voulez configurer l'affichage de votre calendrier. Et vous allez avoir les autres boutons pour imprimer vos listes si vous le voulez, changer de date, etc. La vue par jour et la vue par semaine, comme vous l'avez vu, elles n'ont pas beaucoup changé. Mais là où il y a eu des améliorations, c'est dans la visualisation de votre mois. Si je clique sur moi,
La première des choses que vous voyez, bien, ce sont des plages codées de couleurs qui vous indiquent en rouge les journées pour lesquelles vous êtes complètement occupé et en bleu, ce sont des journées là où il vous reste encore des disponibilités. Donc, on voit par exemple que ce jeudi ou ce vendredi, j'ai 13 rendez-vous qui sont pris, alors que j'ai 6 plages disponibles le jeudi et 12 plages disponibles le vendredi. Donc, si jamais vous êtes le genre de médecin qui prenez par vous-même les rendez-vous de suivi pour votre clientèle, la visualisation de votre mois va vous permettre rapidement de cibler une journée qui convient à votre patient et qui vous convient. Tout simplement, cliquez sur la journée en question. On va vous afficher les disponibilités et puis vous allez pouvoir prendre le rendez-vous à ce niveau-là. Donc ça, c'était quelque chose, je pense, qui était très important, qu'on a amené sans plus tarder. Au niveau de la recherche de patients, elle n'a pas beaucoup changé. La performance a été améliorée, mais à part de ça, je pense qu'elle fonctionnait déjà très bien en Silverlight, puis elle va fonctionner de la même manière avec cette nouvelle version de Mail. Allons sans plus tarder à accéder à un dossier patient. Prenons le dossier de Jean Lanouette. Donc, pour l'accès au dossier, ça n'a pas changé non plus. C'est un simple clic sur le calendrier, va vous afficher les informations du rendez-vous. Vous avez à gauche les informations en mode édition déjà. Donc, si jamais vous êtes le genre de médecin qui changez l'état de vos rendez-vous vous-même pour signifier à vos infirmières ou à votre équipe qu'un rendez-vous est terminé, ou etc., vous allez pouvoir le faire directement. Et puis, à droite, vous allez avoir toutes les informations du patient, incluant tous ses numéros de dossier, tous ses téléphones. Donc, vraiment, toute l'information, elle est là à droite et prête à accéder. Et pour accéder au dossier patient, vous n'avez qu'à cliquer sur le nom. Ça non plus, ça n'a pas changé. La première des choses que vous voyez, c'est la même chose que ce que vous avez en Silverlight. Donc, c'est une alerte médicale qui nous informe dans ce cas-ci qu'on a une colonoscopie à faire en 2018. Celle de 2016 était normale, alors que celle de 2014 présentait des polypes adénomateux. On va cliquer sur OK, et puis on va admirer un petit peu qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on accède au dossier du patient. Vous remarquez d'abord et avant tout que la philosophie n'a pas changé. Dans le haut, vous allez voir la bannière du patient, qui va toujours vous montrer le nom du patient, le numéro d'assurance maladie et le numéro de dossier. Vous allez avoir accès à la date de naissance. Ce qui a changé, c'est qu'on a rajouté les numéros de téléphone du patient. Donc, vous n'avez plus qu'un seul numéro de téléphone. Vous avez maintenant les numéros de téléphone qui sont au dossier, vous permettant alors d'appeler votre patient à chacun de ces numéros-là plutôt que de chercher dans le dossier à quel autre numéro on peut l'appeler. L'adresse est là. Les informations de la RAMQ seront toujours affichées. Et puis, bien sûr, la date du prochain rendez-vous sera affichée aussi. Si vous êtes les médecins qui imprimez vous-même vos étiquettes pour les coller sur vos requêtes, les petites bulles à droite vous permettent de toujours faire la même chose à ce niveau-là. Autrement, dans le dossier du patient, la disposition est restée la même. Par contre, avant d'aller dans ce détail-là, il y a deux petites choses qui ont changé. Ici, vous avez des options qui vous permettent d'envoyer directement à partir du dossier patient des messages ou des tâches. Donc, vous n'avez plus besoin de quitter le dossier du patient pour vous rendre au module de communication pour communiquer avec votre équipe. Vous allez pouvoir envoyer un message ou une tâche directement à partir du dossier. Et puis, c'est très simple. On clique, disons, sur le message. Envoyons-le à Patrick. Et disons, bonjour Patrick. Ceci est un test. On envoie le message, puis vous avez remarqué que le patient était déjà sélectionné et le message est parti tout simplement. Autrement, vous avez ici aussi en haut à droite un bouton qui vous permet en un clic d'imprimer le résumé du dossier de ce patient-là. Donc, si je clique dessus, on va pouvoir voir l'information du dossier qui est prêt à être envoyé. Évidemment, pour le moment, ça nous montre que le sommaire et les notes cliniques, mais avec les développements qui vont se faire une fois que cette version-là sera déployée à l'ensemble de notre clientèle, c'est par ce bouton-là que vous allez pouvoir bâtir vous-même vos résumés de dossier si jamais vous avez de l'information à envoyer à l'assurance ou au consultant ou à qui que vous voulez. Ensuite, passons dans le détail de chacun des onglets à droite. Le premier pour la prise de rendez-vous n'a pas beaucoup changé. Le second, au niveau de l'historique, n'a pas beaucoup changé non plus. La seule chose qui a changé, c'est la disposition de l'information ici, vous permettant de voir les rendez-vous à venir et les rendez-vous du passé très rapidement. Au niveau des documents, il y a eu certaines améliorations. Si vous permettez, je vais revenir à ce module de documents un petit peu plus tard. Au niveau du profil, rien n'a changé. Au niveau des résultats,
ceux qui ont déjà eu accès à cette version le sauront, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements étant donné que le module des résultats était un module qui était très apprécié de notre clientèle. On a changé énormément la rapidité d'exécution. Donc, pour visualiser un résultat, si je vous montre, vous allez le voir très rapidement que le chargement s'est fait très rapidement. Mais autrement, la disposition des informations ainsi que la possibilité de faire les notes à droite n'a pas réellement changé. Je peux passer d'un résultat à l'autre pour vous montrer à quel point c'est rapide. Mais comme vous voyez, la disposition vous est toujours familière. Au niveau des courbes de croissance et au niveau des poids et des signes vitaux, je vais rentrer dans ce détail-là avec un cas pédiatrique qui vous permettra de voir les changements qui ont été faits à ce niveau-là. Pour les médicaments, je le sais que c'est le nerf de la guerre pour vous, donc je vais vous passer, je vais passer un peu de temps pour vous faire un exemple qui est vraiment complet et vous allez voir que les améliorations qui ont été amenées à ce niveau-là valent la peine de faire le switch. Revenons au sommaire du patient et passons un peu de temps à explorer qu'est-ce qu'on vous affiche dans le sommaire. D'abord et avant tout, vous remarquez qu'à gauche, vous avez toujours la liste des consultations qui ont été faites par le passé. Vous allez toujours voir les consultations qui n'ont pas été signées en rouge et les consultations signées en noir. Ce bouton que nous avons ajouté vous permet de trier cette liste de consultations pour ne voir que celles qui n'ont pas été signées. Si je clique dessus, en l'occurrence, je ne verrai rien. Autrement, le fonctionnement demeure le même. Vous pouvez toujours faire la recherche dans vos notes cliniques d'un terme spécifique que vous désirez retrouver. Là où il y a beaucoup de changements, c'est au niveau de la classification et de la catégorisation des problèmes. Vous remarquerez que, au lieu d'avoir seulement deux catégories, une pour les problèmes actifs et une pour les antécédents médicaux et chirurgicaux, suite aux commentaires de notre comité médical, nous avons rajouté plusieurs sections. Donc, les problèmes actifs, les antécédents médicaux, chirurgicaux, psychiatriques et obstétriques. Ce qui est encore mieux, c'est que la réorganisation de ces antécédents-là se fait extrêmement facilement. Par exemple, ici, la colectomie totale, si on veut la bouger dans les antécédents chirurgicaux, bien, il ne suffit que de la prendre et puis de la glisser et la déposer dans les antécédents chirurgicaux. C'est la même chose pour la fracture du radius. Vous remarquez aussi qu'il est facile de prendre l'anxiété et de la déplacer dans les antécédents psychiatriques, de mettre ça dans les antécédents médicaux et de réorganiser nos problèmes pour que l'hypertension se présente comme premier problème actif. Donc, tout ça s'est fait très rapidement et très facilement. Et bien sûr, lorsque vous vous déconnectez et que vous reconnectez, que ce soit à partir du même ordinateur ou d'un autre poste, vous allez toujours retrouver votre liste de problèmes dans le même état et dans la même catégorisation que vous l'avez laissé. À droite, au niveau des médicaments actifs, nous avons fait à peu près la même chose, dans ce sens que nous avons écouté notre comité médical et nous avons amélioré la disposition de l'information. Au lieu d'avoir une liste de médicaments qui ne présente que le nom du médicament, une liste qui est séparée par des virgules, vous avez maintenant une liste de médicaments qui se présente sous forme tabulaire, qui montre le nom du médicament, mais aussi la posologie, ainsi que le nombre de renouvellements qui ont été prescrits et le nombre de renouvellements qui sont restants. Cette liste-là aussi peut être réordonnée à votre guise si jamais vous désirez ordonner vos médicaments par molécule ou par maladie traitée. Peu importe, vous allez avoir l'option de faire tout ça à votre guise. Et bien sûr, lorsque vous vous déconnectez et que vous reconnectez, vous allez retrouver cette liste-là dans le même état. Au niveau des allergies et des intolérances, c'est la même chose qu'on a fait. On a amélioré encore un peu la disposition. Il est maintenant plus clair de distinguer les allergies, des intolérances et des effets indésirables. Vos habitudes sociales n'ont pas changé beaucoup, les alertes non plus, les immunisations non plus. Les antécédents familiaux, on va le voir un peu plus tard dans un autre dossier patient, mais vous remarquerez que les antécédents familiaux ne se présentent plus, encore une fois, sous forme de liste avec des relations entre parenthèses, mais vous avez bien une disposition qui est un peu plus généalogique, où on vous donne la relation, et puis on va vous donner tous les diagnostics qui sont connus pour la famille du patient. Donc, en ce cas-ci, le père qui est décédé à 54 ans du cancer du côlon. Vous avez en bas les signes vitaux. Une petite amélioration qui a été faite au niveau des signes vitaux, c'est qu'on a rajouté le tour de taille directement dans le sommaire. Donc, le tour de taille qui est une mesure qui a pris de plus en plus d'importance, beaucoup plus que le poids, s'affiche maintenant au niveau du sommaire, de sorte qu'il est facile pour vous d'en avoir une idée.
Avant de passer à un exemple de pédiatrie, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer la manière dont il est maintenant possible d'imprimer la liste de médicaments actifs. Je sais que c'était un irritant pour une grande partie de nos médecins et surtout pour leur secrétaire médical qui avait cette tâche-là. Maintenant, il est extrêmement facile de le faire. Vos médicaments actifs sont dans cet onglet-ci. Si j'y clique, j'ai la liste de médicaments actifs. Et pour imprimer cette liste, il ne suffit que de cliquer sur cette icône-ci pour avoir la liste des médicaments qui est prête à être imprimée ou envoyée par fax, comme vous le désirez. Nous allons maintenant fermer ce dossier patient. Je vais vous montrer, avant de faire une note clinique ensemble, j'aimerais accéder au dossier de M. Ladouceur, qui est notre patient pédiatrique. On va cliquer sur le nom et on va accéder à son dossier. Vous remarquerez que, bon, c'est un enfant, il n'y a pas beaucoup d'historique pour le moment, mais ce que je voulais vous montrer, c'est dans cette icône-ci, les icônes de rapport. La première des choses que vous verrez, c'est que les signes vitaux se tracent automatiquement puis de manière beaucoup plus rapide. Mais si on enlève les signes vitaux et qu'on fait afficher les courbes de croissance, vous remarquerez que les courbes de croissance ont changé. Les courbes de croissance sont maintenant les nouvelles courbes de croissance de l'Organisation mondiale de la santé qui présentent les informations d'un âge de 0 à 2 ans, puis de 2 à 19 ans. On voit aussi directement sur le graphique le pourcentile qui a été rajouté. Donc, cette information que vous n'avez plus à calculer ou à interpoler, elle va vous être calculée directement. Mais je pense que la plus grande amélioration à ce niveau-là, et à la demande de plusieurs de nos médecins, c'est qu'il est maintenant très facile d'imprimer ces courbes de croissance. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur cette icône-ci, et puis on va vous afficher les courbes de croissance que vous pouvez alors imprimer, remettre à vos patients, ou si vous avez le portail, les partager directement dans le portail du patient. Espérant avoir répondu à vos attentes à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ce dossier-ci, puis on va accéder au dossier de M. Dehaut, qui est un patient qui n'a pas d'historique, pour lequel nous allons faire quelques notes cliniques. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la nouvelle note. Cette étape-ci n'a pas changé. Vous remarquerez, lorsque l'on clique sur la nouvelle note, que la disposition de la note clinique n'a pas changé beaucoup non plus. On va toujours vous montrer les informations de la note en haut, le sommaire médical, puis la note évolutive, les formulaires, l'impression et le plan. Ce qui a changé, par exemple, c'est la rapidité et l'aisance avec laquelle se consigne l'information. Commençons par vous montrer au niveau des antécédents. Rentrons, disons, un diagnostic de migraine. Celui-ci a toujours été facile. On peut choisir la migraine, dire que c'est un problème actif, et on va sauvegarder. Rentrons maintenant l'anxiété. C'est la même chose. L'anxiété, on la trouve. Par contre, on va pouvoir la catégoriser directement comme historique psychiatrique. Et puis, on va cliquer sur Sauvegarder plus. La dernière des choses que je voulais vous montrer, c'est que la recherche, elle a aussi été améliorée. Étant donné que c'est le dictionnaire de la CIM10, puis que ce dictionnaire-ci est un peu fastidieux, ce qu'on peut faire, si on cherche, par exemple, un antécédent de cancer du côlon ou de cancer du sein, mais qu'on ne sait pas si c'est une néoplasie ou une tumeur maligne ou peu importe, on peut tout simplement écrire cancer du sein. Et puis, le dictionnaire va nous trouver l'équivalent de la CIM10 pour ce diagnostic-là. Au niveau des rapports, je vous le rappelle, c'est quelque chose qui est extrêmement important, étant donné que MERL est un environnement où l'information qui s'y crée est très riche et qu'on veut mettre à votre disposition des outils pour la création de rapports. Ce genre d'amélioration-là vaut son pesant d'or, disons. On va cliquer là-dessus et vous voyez qu'au niveau du sommaire médical, vos antécédents sont catégorisés. Passons un peu de temps maintenant au niveau des allergies. Si vous vous rappelez, les allergies, auparavant, ce qu'il fallait faire, c'est rentrer votre allergie, puis cliquer sur Sauvegarder plus, rentrer votre seconde allergie, cliquer sur Sauvegarder plus. C'était un processus qui était un peu fastidieux, surtout dans les sans rendez-vous. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement rentrer une allergie à la pénicilline, mais sans Sauvegarder plus, on va pouvoir continuer d'emblée et rentrer une allergie au lactose. Et encore mieux, on va rentrer une allergie au Biaxin. Et on n'aura plus à choisir le dosage ou la forme ou la teneur du Biaxin. On veut tout simplement dire qui est allergique au Biaxin. On clique dessus, on clique sur Sauvegarder, et puis ces informations-là ont été rajoutées au sommaire. Pour ce qui est des habitudes sociales, c'est le même principe. Au lieu de cliquer sur chacune de vos habitudes sociales puis de sauvegarder individuellement, vous allez pouvoir cliquer sur ce que vous voulez rajouter au sommaire de ce patient-là.
pouvez toujours rajouter à la main ce que vous le voulez. Et puis, tout simplement, cliquez sur sauvegarder pour nous assurer que tous ces choix sont consignés au dossier. Au niveau des alertes, ça n'a pas changé. Les antécédents familiaux se présentent maintenant d'une manière un peu plus intelligente où on choisit d'abord la relation avec le patient et puis il est maintenant possible de rentrer plusieurs diagnostics d'un coup pour cette même personne, de sorte que la liste d'antécédents familiaux est beaucoup plus simple à bâtir. Donc, je veux juste vous montrer certaines infos à ce niveau-là. On va cliquer sur sauvegarder, puis ces informations-là ont été rentrées. Au niveau des immunisations et des médicaments actifs et des signes vitaux, pas grand-chose n'a changé, seulement la manière dont s'affichent les médicaments actifs au sommaire a été améliorée énormément. Je vais donc consigner 2 médicaments ici. Vous remarquez, ceux qui me connaissent, que mon répertoire de médicaments n'a pas changé depuis qu'on se connaît. On va prendre ces 2-là, on va cliquer sur sauvegarder. Puis vous remarquerez qu'au lieu de se présenter dans une liste qui est séparée par des virgules, les médicaments actifs au dossier se présentent dans un format qui ressemble un peu plus à ce que vous êtes habitué de voir au niveau du DSQ ou lorsque vous recevez une liste de médicaments à renouveler de la pharmacie. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu de changement. À ce niveau-là, il y a eu un grand changement, et c'est au niveau des signes vitaux qu'il n'y a pas eu de changement. Passons maintenant à la note évolutive. Vous avez toujours l'option dans votre note évolutive de rentrer une raison de la visite, une histoire de la maladie actuelle, etc. Les champs qui sont à votre disposition n'ont pas changé. Ce qui n'a pas changé non plus, au grand bonheur de tous, c'est le texte cliquable. Donc, vous avez toujours du texte cliquable qui est à votre disposition. Le changement majeur au niveau du texte cliquable, c'est que nous nous assurons maintenant qu'il ne s'affiche plus de manière à cacher le champ que vous êtes en train d'éditer. Donc, à chaque fois que l'on clique sur le texte cliquable, ça va venir s'afficher en dessous du champ pour nous assurer de ne pas cacher ce qu'on est en train de consigner. Donc, on a toujours l'option de rentrer l'information et vous avez toujours l'option de modifier vous-même vos textes cliquables pour les rendre à votre guise. Des améliorations ont été faites au niveau des notes manuscrites. Si je clique sur le petit plus de la note manuscrite, on va nous représenter le même canevas que vous êtes habitué de voir. Ceux qui ont des écrans tactiles, vous allez pouvoir utiliser un stylet ou votre doigt pour dessiner ce que vous voulez dessiner. Ceux qui font usage de la note manuscrite sur un iPad ou un iPad Pro, vous allez voir que le degré de sensitivité de la capture est extrêmement alléchante et puis que l'utilisation du stylet, que ce soit pour un iPad ou pour une surface, se fait très très bien avec cette nouvelle version de Maya. On a maintenant des fonds d'écran qui sont beaucoup plus faciles à rajouter. Et puis, ce qu'on a rajouté pour nos clients qui n'ont pas l'option d'avoir un écran tactile ou qui veulent rajouter du texte sur leur dessin ou sur les photos qu'ils prennent ou peu importe, on a maintenant une zone de texte que vous pouvez rajouter et vous pouvez écrire votre texte directement dans cette zone de texte. Et lorsque vous la sauvegardez, eh bien, le texte que vous avez écrit fait maintenant partie de votre note. Donc, si vous avez pris une photo d'un rash ou d'une rougeur ou d'une plaie ou peu importe, vous allez pouvoir maintenant le documenter à même la photo sans avoir à sortir votre stylet ou votre doigt ou encore à faire un dessin avec la souris. Ça va se prendre directement sur la photo grâce à cette zone de texte. Et bien sûr, lorsque l'on sauvegarde, cette information se retrouve dans notre note. Au niveau du reste, ça n'a pas vraiment changé, mais je vois le temps filer puis je veux qu'on passe un peu de temps sur la prescription. Donc, première des choses que je vais faire au niveau de la prescription, c'est que je vais cliquer sur le petit plus et vous remarquerez qu'à gauche, j'ai ma liste de médicaments actifs. Donc, vous n'avez plus à jongler dans un bilan qui vous présente toute une panoplie de médicaments qui sont codés par couleur. On vous montre directement votre liste de médicaments actifs. Je vous rappelle qu'à tout moment, si vous voulez consulter la liste de tous les médicaments du patient, vous allez pouvoir la retrouver dans l'onglet ici. Par contre, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renouveler la tasse 5 et on va augmenter le Lipitor 10 au Lipitor 20. Pour renouveler son médicament, c'est très simple. Si vous voulez renouveler tout le paquet, vous cliquez sur cette icône-ci et ça va renouveler tout le médicament. Ce qu'on faisait généralement lorsqu'on se trompait, c'est qu'il y avait toute une série de choses à faire pour annuler un renouvellement. Mais dans cette nouvelle version de Mile, il n'y aura rien de compliqué. Tout ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur le petit X à droite et vous remarquerez que
ce qu'on vient de faire est revenu et a été initialisé. Donc, renouvelons l'ALTAS. On peut cliquer dessus pour ajouter, disons, un nombre de renouvellements qui n'avait pas été initialement spécifié. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant augmenter le Lipitor 10. On va cliquer sur cette icône. Mail vous demandera qu'est-ce que vous désirez faire. On veut l'augmenter. Et il est maintenant possible, à même la fenêtre où vous nous dites que vous voulez augmenter le Lipitor 10, de nous dire et de dire à Mail par quel médicament vous voulez le substituer. On va le substituer avec du Lipitor 20. Continuons. Et vous voyez maintenant qu'une prescription typique vient s'afficher où on prescrit du Lipitor 20 car le Lipitor 10 a été augmenté en date d'aujourd'hui. Ajoutons nos renouvellements. Et puis passons un peu de temps maintenant à expliquer la recherche. Donc, tous ceux qui ont un jour voulu prescrire de la vitamine D ou du calcium à 500 ou des D-tabs, un jour ou l'autre, fait une petite bataille avec notre recherche de médicaments. Donc, je vais vous montrer maintenant à quel point il est facile de retrouver ces médicaments-là, tout simplement en cherchant leur nom. Donc, si je veux prescrire de la vitamine D, j'ai ma liste de vitamine D. Si je veux la vitamine D à 10 000, je peux maintenant spécifier vitamine D à 10 000, et puis j'aurai ma vitamine D à 10 000. J'ai tout simplement à cliquer dessus, et puis on va nous amener la prescription par défaut. Ceux qui ont déjà prescrit de l'amlodipine aussi ont eu certaines misères avec la recherche de médicaments. Donc, si on écrit amlodipine, on n'a plus les combinés d'amlodipine et d'atorvastatine au début, mais on vous montre l'amlodipine de base, puis toutes les déclinaisons des génériques d'amlodipine. Je vous avoue que même au sein du comité médical, c'est difficile de décider est-ce qu'on montre le générique d'abord, est-ce qu'on montre seulement la molécule ou qu'est-ce qu'on montre. Donc, le meilleur des deux mondes, je pense, c'est d'afficher le médicament de base et puis ensuite de montrer toutes les déclinaisons pour ceux qui voudraient vraiment spécifier quelle est la formulation qui aura été prescrite. Donc, choisissons notre amlodipine et nous avons maintenant notre prescription qui est prête. Vous avez maintenant plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit prescrire, soit imprimer. Donc, prescrire, ce que ça fait, c'est que ça vient ramener les médicaments dans votre consultation et vous permet de l'imprimer. Alors que d'imprimer les médicaments, ce que ça vous permet de faire, c'est non seulement de prescrire les médicaments dans votre note clinique, mais de lancer tout de suite l'impression pour sauver quelques clics et un peu de temps d'attente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur imprimer. Et puis, vous allez voir que l'impression se lance directement. On nous demande tout simplement de choisir l'imprimante à laquelle on veut l'envoyer. On fait ceci. Et donc, nous avons complété notre note. Ce que je voulais faire avant de passer à un autre module, c'est vous montrer qu'est-ce qui arrive si jamais il y a des modifications qui ont été faites dans le dossier de ce patient-là au niveau des médicaments, mais que ce n'est pas vous qui avez augmenté ou diminué le Lipitor ou qui avez interrompu l'amlodipine, disons. Donc, on a pensé à ça. On va faire sauvegarder et puis on va approuver cette note pour simuler une nouvelle visite dans laquelle nous allons faire quelques ajustements au niveau de la liste de médicaments. Donc, pour ce faire, on va cliquer ici. On va dire que le Lipitor 20 a été diminué, par exemple. Donc, j'ai cliqué sur actualiser. On va dire diminuer et qu'il a été remplacé par du Lipitor 10. On va continuer. Disons que l'amlodipine n'est plus active. On va tout simplement, dans la colonne actif, cliquer sur le nom. Parfait. Ce document s'est alors retiré de notre liste de médicaments. Et si on retourne à notre note, on va voir l'information qui a été mise à jour au niveau de la liste de médicaments. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. C'est beaucoup plus simple. Ça n'a pas créé de prescription en disant que c'est moi qui ai interrompu ou que c'est moi qui ai augmenté ou diminué cette information-là. Ça s'est vraiment fait directement à partir du sommaire de la médication du patient. Donc, pour ce qui est de la note clinique, on a couvert à peu près tout. Ce que je veux faire maintenant, c'est passer un peu de temps sur le module de communication et de documents avant d'ouvrir la séance de questions. On va fermer ça. Allons aux documents. Donc, très rapidement, ce que vous allez remarquer au niveau des documents, c'est la rapidité. La rapidité de l'exécution, la rapidité de l'information, puis la rapidité à laquelle le tout vous est présenté. Autrement, la disposition n'a pas changé. Une des choses qui a changé, c'est que
dans les grilles, maintenant, que ce soit une grille de messages ou une grille de tâches ou une grille de documents, vous avez plusieurs options qui se sont rajoutées. D'abord et avant tout, la taille des colonnes est maintenant configurable et va persister d'une session à l'autre. Donc, si je me connecte d'un autre ordinateur, ce sera la même taille de colonne et puis la même disposition. Vous avez aussi dans la petite roulette de réglage une option additionnelle de nous spécifier quelles sont les colonnes que vous voulez voir. Donc, vous avez l'option de retirer les colonnes que vous ne voulez pas voir et même de réorganiser les colonnes comme vous le voulez. Donc, si je veux enlever la priorité et que je sauvegarde, vous allez remarquer que la colonne priorité a disparu et que j'ai maintenant le nom de mon patient au tout début. Au niveau des tâches, c'est la même chose. Un des ajouts qui a été fait, c'est qu'on a rajouté une colonne action. Je vous donne un exemple de pourquoi ceci est très utile. Au moment où on se parle, dans Mail, lorsque vous envoyez une tâche à votre équipe, que ce soit de secrétaire ou votre équipe interdisciplinaire, et que la tâche n'est pas tout à fait complétée, mais que on veut vous spécifier que le patient a été contacté, mais qu'on a laissé un message et qu'on attend certaines confirmations. Pour le moment, ce qui est fait, c'est qu'on répond à votre tâche, ce qui crée une autre entrée de communication dans votre boîte, ce qui vient un peu à embourber le visuel, pour le moins dire, et puis créer plus de tâches qu'il ne le faut. Il est maintenant possible, à droite ici, dans la colonne action, de simplement cliquer et de laisser une note au responsable afin que celui-ci ou celle-ci puisse voir exactement quelles sont les actions qui ont été prises, où en est le statut de cette tâche, sans avoir à répondre et créer une nouvelle tâche. Donc ça, c'est quelque chose qui va alléger beaucoup le travail de l'équipe interdisciplinaire. Et je sais qu'il y a des utilisateurs qui sont présentement dans la liste de participants qui nous l'avaient demandé avec une grande fervence, cette fonctionnalité-là. Et je suis bien content de pouvoir vous l'offrir finalement. La dernière des choses que je veux vous montrer, c'est au niveau des documents. Donc, pour ce qui est de la gestion des documents, ce que je vais faire comme un 2 en 1. Je vais venir afficher la liste de tous les documents de la clinique, juste pour vous montrer la rapidité d'exécution et la rapidité avec laquelle le tout s'affiche. Puis, je vais vous montrer certaines améliorations qui ont été faites à ce niveau-là. D'abord et avant tout, vous remarquez bon, que c'est la même chose au niveau de la grille. Je peux changer les colonnes, puis je peux modifier les colonnes comme je le veux. Une des améliorations qui a été faite, c'est que maintenant, pour visualiser un document, il n'est plus requis d'aller viser sur la petite icône de pièce jointe. Vous allez pouvoir cliquer n'importe où sur la ligne et voir le document en question. Parfait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir à notre mail et je vais vous montrer une petite astuce pour vous permettre de faire la révision de vos documents beaucoup plus rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en cliquant sur une rangée, le document s'affiche et si vous utilisez un ordinateur, que ce soit Windows version Windows 7 et plus, ou que ce soit un Mac qui utilise Mac Sierra ou plus, vous allez voir, vous avez l'option de séparer votre écran en deux. Donc, si j'ouvre mon document et que je veux envoyer, disons, ce document dans la partie gauche, je vais pouvoir cliquer sur la touche Windows à gauche et ça va venir mettre le document à gauche. Disons que je veux que mon espace de droite soit occupé par Mail. Ce que je vais pouvoir faire, c'est cliquer sur Mail ici et vous allez voir que l'écran s'est partagé en deux. Donnons maintenant plus d'espace à Mail, comme ceci, et vous verrez qu'il est maintenant possible de faire la révision des documents beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Donc, on clique tout simplement et puis on a accès au document de gauche. Maintenant, une autre chose qu'on a rajouté, c'est que lorsqu'on prend action sur un document, il se peut que le document a été mal catégorisé ou qu'il a été mal indexé. Et au moment où on se parle, dans Mail, vous devez accéder aux détails, vous devez éditer les détails puis sauvegarder vos changements. Tout ceci est maintenant possible à partir de la grille directement. En cliquant sur le petit plus ici, vous allez avoir l'option de changer la classe et la sous-classe et de même changer la description avant de rajouter une note au document. Donc, le tout se fait directement à partir de la grille, ce qui va rendre la chose beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide à ce niveau-là.